religions du monde, Geneviève Delrue. Patrick Bannon est un auteur fécond. Ce spécialiste en sciences des religions et particulièrement des monothéismes a plusieurs cordes à son arc. Il se fait historien pour étudier les grands personnages de la Bible, anthropologue pour étudier les rites et pratiques religieuses, sociologue quand il enseigne la gestion de la diversité culturelle et religieuse au sein de nos sociétés et notamment dans le monde de l'entreprise. Son dernier ouvrage est différent. Il aborde un sujet grave, poignant, celui des femmes victimes à travers le monde de coutumes archaïques. Lapidées, enterrées vivantes, violées, excisées, mariées de force, assassinées pour l'honneur, vitriolées. Ces femmes martyrs, victimes de l'intégrisme, c'est le titre du livre de Patrick Bannon, publié chez Armand Collin. On les trouve partout dans le monde, au Pakistan, au Bangladesh, en Somalie, en Jordanie, mais aussi en Allemagne, au Canada ou bien à Londres. Avec ces récits chocs de destin tragique de toute jeune fille, Patrick Bannon se fait militant. Oui, à mes yeux, c'est une démarche tout à fait naturelle, parce que quand on travaille sur les systèmes de pensée religieux, on se rend compte très rapidement qu'au cœur de tous les systèmes de pensée religieux se trouve le statut de la femme, le statut du féminin, le statut de l'autre, du différent aussi, mais d'abord le statut de la femme et du féminin en général. Et aujourd'hui, à l'heure de la mondialisation des cultures, de l'interaction entre les religions et les systèmes de pensée, on se rend compte que le statut de la femme reste la frontière entre totalitarisme et démocratie. On peut dire que vous êtes militant dans ce livre. Il ne peut pas en être autrement parce que tout démocrate, toute personne qui rêve d'un monde qui est construit sur des valeurs de la démocratie, d'égalité, de justice, ne peut pas ne pas être militant pour mettre un terme à 10 millénaires de persécution du féminin. Parce que ça fait 10 millénaires que ça dure et il serait dramatique que les démocraties ne prennent pas la défense de ces femmes-là parce qu'il en va de l'avenir des démocraties elles-mêmes. Alors, vous vous rappelez en introduction, deux sociétés se font face désormais, l'une tribale et publique, organisée sur la sexualité, qui se mesure à la valeur du pur et de l'impur, et puis une autre collective et solidaire, organisée sur la cohabitation de vie privée, et qui, elle, se mesure à l'aune du juste et de l'injuste. Oui, et c'est aussi le drame des démocraties, c'est que les démocraties sont fragiles parce que elles sont simplement en quête d'une égalité. Elles ne peuvent pas établir l'égalité. Donc c'est cette démarche, c'est un Graal qu'elles poursuivent. Et cette égalité qu'elles poursuivent n'est pas une réalité naturelle. La démocratie, son objectif est de compenser les inégalités, de compenser les différences, alors que les régimes totalitaires se construisent autour de la différence et s'appuient sur les faiblesses pour se développer, alors que la démocratie tente de compenser les faiblesses des uns et des autres. Donc il y a une énorme différence. Le drame, c'est que cette démarche-là fragilise naturellement les démocraties et renforce les régimes totalitaires, parce que ces régimes totalitaires s'appuient sur le naturel, sur l'apparence. Et c'est-à-dire que la différence de l'apparence fait une différence des droits. Et c'est exactement le contraire de la quête démocratique. Alors, il y a une distinction que vous faites dès le début. C'est très important de la rappeler. Pour vous, intégrisme et religion ne sont pas intrinsèquement liés. C'est-à-dire que les intégrismes peuvent s'appuyer ou peuvent utiliser les religions, mais il faut bien les dissocier. Oui, je dirais même que les intégristes sont en rupture avec les religions dont ils se réclament. En réalité, notamment les monothéismes, donc judaïsme, christianisme, islam, etc., se sont construits en rupture avec des traditions polythéistes, idolâtres, des traditions antérieures. L'intégrisme, c'est simplement une volonté de revenir à ces traditions-là, c'est-à-dire à des règles de vie qui étaient antérieures aux religions dont ils se réclament. Il va de soi, par exemple, qu'il y a deux genèses dans la Bible. Une genèse qui dit « Dieu a créé l'humanité à son image masculin-féminin », et dans ce cas-là, il n'y a aucune différence entre les êtres humains, entre les terres, et puis entre l'homme et la femme. Aucune sainteté supérieure pour l'homme et pollution de la femme. Et puis tout d'un coup, il y a une autre genèse qui est toujours dans la Bible aussi, qui dit non, pas du tout. Dieu a créé l'homme d'abord, et puis pour accompagner l'homme, de l'homme, une femme, donc elle est d'essence terrestre, et l'homme serait d'essence divine. Voilà, donc on a deux visions de la société qui se font face, une qui deviendra totalitaire, et l'autre qui va poursuivre une humanisation de la société à travers la démocratie. Oui, c'est ça, la femme sortie de la côte d'Adam. Bon, on dissocie donc bien intégrisme des religions, les intégrismes se nourrissant des religions. Bon, il n'empêche, les exemples que vous citez dans votre livre, les 10 récits, bon, qui sont bouleversants, qui vraiment vous arrachent des larmes, eh bien, souvent,
ça recouvre des régions qui sont des régions du monde musulman. Je pense au Pakistan, je pense à l'Inde, en partie, donc musulmane, à la Somalie. Vous commencez d'ailleurs ce livre par un récit bouleversant. On en parlera, il faut en parler de cette petite fille. Oui. Donc ça recouvre des régions musulmanes. Mais c'est-à-dire tout simplement que l'islam, en se développant, n'a pas rompu avec les traditions régionales et locales. Les archaïsmes. Et les archaïsmes. L'excision en est un bon exemple. Il y a un texte, un hadith, qui raconte la conversation du prophète Mahomet avec une exciseuse. Et l'exciseuse se demande si elle va perdre son job. Et lui dit non, tu peux continuer à pratiquer l'excision, mais pas tout, et seulement un tout petit peu symboliquement, etc., etc. Donc il y a une tentative d'adoucissement, ça c'est certain. Mais l'excision, par exemple, n'émane pas de l'islam du tout. Oui, d'ailleurs, vous rappelez que Mahomet, finalement, au démarrage, en tous les cas, il y a une rupture avec le monde environnant, et qu'en fait, il libère un peu la femme à son époque. À partir du moment où on réglemente la polygamie, on la limite, on l'organise. Idem pour l'héritage. Mais toutes les monothéismes ont rompu avec des traditions qui asservissaient la femme. Donc, toute personne qui travaille sur ces textes-là le sait. Maintenant, c'est vrai que ces persécutions qui existent partout dans le monde sont plus nombreuses dans les régions où la religion principale est l'islam, certainement, mais n'oublions pas que ce sont des nouveaux États. Ces nations n'existaient pas il y a 50 ans. Ce sont des territoires qui étaient organisés autour de règles tribales de pur et d'impur, et c'est ces règles-là qui ont survécu. Donc ce sont ces traditions archaïques qui ont survécu et qui se sont superposées à la pensée religieuse. Alors effectivement, des exemples comme la lapidation. On va commencer par cette petite jeune fille, Aïcha, lapidée. Une petite Somalienne qui allait voir sa grand-mère, qui est violée. Et c'est la double peine. Au viol s'ajoute sa lapidation et elle est enterrée vivante. Oui, c'est-à-dire que le viol n'est pas reconnu dans les traditions patriarcales archaïques. Le viol n'est pas reconnu. C'est une transgression sociale, mais il n'y a pas d'intégrité du corps féminin. Ce n'est pas elle qui est violée, c'est la communauté qui est polluée. Donc naturellement, si elle ne peut pas prouver qu'elle n'était pas consentante, eh bien elle est donc complice, elle est donc adultère et elle est donc condamnée à la lapidation. C'est ce qui est terrible. Donc la lapidation devient un rite d'expiation collective pour la faute supposée d'une personne, et dans ce cas d'une fillette. Donc elle est lapidée, mais ce qui est pire encore, c'est qu'elle est lapidée 2 fois. C'est-à-dire que au moment où on pense qu'elle est morte, des femmes qui la surveillent vont prévenir les bourreaux que non, elle n'est pas morte, et ils la réenterrent et ils la relapident pour la terminer. Donc il y a là aussi le terrible asservissement des femmes de ces régions qui ont totalement intériorisé leur infériorité et leur dépendance. Ce sont ces femmes-là qu'on retrouve excisant leurs fillettes. Oui, ces femmes, elles ont peur, et donc elles sont complices de la lapidation. Bien sûr, c'est le syndrome de Stockholm, qui est celui d'adhérer aux idées, aux valeurs de ces tortionnaires. La lapidation dans le Coran n'existe pas, ça vous le soulignez bien dans le livre. Bien sûr. Et ce qui est terrible, c'est que non seulement ça n'existe pas, mais que ceux qui la pratiquent ou qui la défendent prétendent qu'il y aurait un verset caché, un verset secret. Donc ils s'inscrivent vraiment dans une démarche d'intégriste en rupture avec la religion elle-même, parce que si un verset a été caché ou un verset a été modifié, c'est donc que le texte n'est pas d'essence divine. Donc ils se contredisent eux-mêmes. Et Patrick Bannon, vous soulignez par exemple qu'en Iran, de façon perverse, entre guillemets, la lapidation maintenant devient pendaison. Oui, parce que au fond, ce qui est important, c'est la motivation de la condamnation. Bon, déjà, la peine de mort, évidemment, est inacceptable. Mais la peine de mort simplement pour une relation sexuelle illicite, non officielle, c'est là qu'on voit l'asservissement de la femme. Ce n'est pas le fait que l'Iran passe de la lapidation à la pendaison n'est pas un progrès humaniste. Le problème de fond n'est pas abordé. Mais c'est vrai que quand nous sommes tous mobilisés autour de Sakineh, par exemple, c'est vrai qu'on a ouvert un boulevard à l'Iran pour dire nous n'allons pas la lapider, nous allons la pendre. C'était naturel. Les exemples que vous citez, effectivement, n'appartiennent pas qu'à la zone, je dirais, musulmane. Bien sûr. Il y a des cas terribles, Marseille, Londres, de filles qui ont reçu du vitriol, par exemple, qui ont été vitriolées. Et de pères, par exemple, allemands, qui sont d'origine turque, certes, ou de Pakistanais, en Grande-Bretagne, qui sont anglais, et qui vont tout faire pour forcer leurs filles à épouser quelqu'un du village d'origine de leurs propres aïeux. Donc là, nous ne sommes pas dans la religion, nous sommes vraiment dans un problème de déstructuration de ces individus-là, parce que la mondialisation que nous vivons, des cultures, a désacralisé la terre. Et donc, quand ces personnes se retrouvent dans une terre qui n'est pas celle d'origine, de l'origine de leur famille, eh bien, leur première nostalgie
et sans doute de vouloir resacraliser cette terre-là. La façon de la resacraliser ne passe par l'asservissement de la femme, passe par le mariage, par exemple, de leur fille avec quelqu'un de la terre perdue qui est totalement fantasmé. Donc ce type d'intégrisme va se développer à partir du moment où on ne va pas être capable de restructurer les personnes sur le lieu où elles s'établissent. Alors, par exemple, le cas de ce père qui étrangle sa fille. Il vit au Canada pourtant, mais il ne supporte pas que sa fille puisse mener un mode de vie à l'occidental. Oui, mais dans ce cas-là, j'aimerais préciser que le Canada est responsable en partie de la décision de ce père-là. Parce que la question était posée de savoir si on pouvait voter en portant un voile intégral. Donc, son exigence extrême de séparation entre l'homme et la femme, de port du voile, etc., et du voile intégral à la fin, lui semble naturel. C'est un droit que lui donne le pays. Et donc la démocratie là fait une erreur en ouvrant la porte à un relativisme culturel qui voudrait dire que, en fin de compte, toutes les traditions sont bonnes à partir du moment où ce sont des traditions. C'est ça, effectivement. On en vient à cette question cruciale pour vous du relativisme culturel qui fragilise les démocraties et finalement ne défendent pas du tout les femmes. Bien sûr. C'est le contraire. Se battre pour le droit des femmes, pour l'égalité entre l'homme et la femme, c'est mettre un terme à 10 millénaires de persécution du féminin, de traditions archaïques. Ce sont des traditions archaïques, ce ne sont pas des religions. Donc le vrai combat n'est pas dans le débat théologique du tout. Il est vraiment dans la déstructuration de ces traditions-là. Les États totalitaires l'ont bien compris, puisque à l'ONU, l'Iran, le Pakistan, l'Algérie, le Congo ont mis en avant le droit supérieur des traditions dans les droits de l'homme. Les démocraties, selon vous, sont fragilisées précisément. Je pense par exemple à la question de l'islamophobie. On a pu effectivement entendre ici et là refuser le port de la burqa en France ou en Europe. C'est de l'islamophobie. Ça, pour vous, c'est un langage typiquement intégriste ? C'est simplement une manipulation politique. Mais ça n'a pas de sens. Défendre le droit des femmes, ce n'est pas se battre contre l'islam. C'est se battre pour le droit des femmes. Alors, allons même plus loin dans ce débat-là. Si nous ne nous battons pas pour mettre un terme à la pratique de ces traditions, à ces persécutions-là, eh bien, il y aura plus de démocratie, tout simplement. Parce que derrière le statut de la femme, il y a le statut de tout ce qui est différent. Il y a le statut de la différence. La différence, ça veut dire celui qui n'a pas la même couleur de peau, qui ne vient pas de la même terre, qui n'a pas la même religion, qui n'a pas la même orientation sexuelle, celui qui subit un handicap, etc. Donc, tout d'un coup, si on commence à organiser la société sur des apparences, à ce moment-là, on tombe dans le totalitarisme et on met un terme à la pensée démocratique d'égalité et, en France notamment, d'indivisibilité de la nation. De même, vous êtes extrêmement sensible à ce délit de blasphème qui va peut-être apparaître prochainement. Le délit de blasphème, il est défendu à l'ONU par l'Iran, par le Pakistan aussi, par des régimes totalitaires, parce qu'ils savent très bien que c'est la critique dont ils ne veulent pas. Ils sont dans une démarche totalitaire. Ce qui est dramatique, c'est que maintenant un pays comme l'Irlande, en Europe, a instauré un délit de blasphème. Donc ça veut dire que le totalitarisme est contagieux. Et donc pour nous, le meilleur moyen de se défendre, c'est d'abord de se battre pour une égalité totale entre l'homme et la femme, de ne pas laisser une feuille de cigarette entre cette conviction et la réalité. À mon avis, l'autre démarche que l'on pourrait poursuivre, c'est de donner à toutes les femmes qui sont menacées par le fait d'être femmes, de leur donner un statut de réfugié culturel. Il faut qu'elles puissent partir. Il faut que la France devienne une terre d'asile pour ces femmes-là, parce que là où elles sont, elles ne peuvent pas s'enfuir. Elles ne peuvent s'enfuir que dans des démocraties. Donc il faut que les démocraties créent un statut spécifique pour ces femmes-là qui sont menacées par leur féminité. Et que les démocraties soient vigilantes, très vigilantes. Elles sont vraiment menacées ? Elles sont menacées parce qu'elles laissent le terrain d'abord à un débat d'opinion, construit sur l'émotion, et alors qu'il faut réinvestir son action au Parlement européen, à l'ONU, sur le statut de la femme et le statut des femmes, mais pas du tout sur l'émotion, sur des règles fondamentales de la démocratie. C'est le combat du XXIe siècle. Bien sûr, sinon la démocratie disparaîtra petit à petit. Et de toute façon, la démocratie en soi est d'une telle fragilité que le moindre écart la fera disparaître. C'était Patrick Bannon. Son livre « Ces femmes victimes de l'intégrisme » est publié chez Armand Collin.